Alors nous allons maintenant avoir la dernière présentation de cette session. Donc Luxolaire, malheureusement, à cause des problèmes de train, va devoir rentrer, je crois, tout de suite sur Strasbourg. Mais Stéphane Cotin et moi-même resterons pour répondre à vos questions après le dernier exposé. Alors, je présente Stéphane Cotin, qui est directeur de recherche à l'INRIA. Il anime une équipe de recherche qui s'appelle Chakra, qui est spécialisée dans la modélisation et la simulation temps réel pour la médecine. Et son équipe est bilocalisée entre Lille et Strasbourg. Elle est fortement impliquée dans l'IHU de Strasbourg. Après l'obtention de son doctorat en 1998, Stéphane Cotin a été le responsable scientifique d'une équipe de recherche en simulation à Boston. C'est le CIMIT. De 1999 à 2007. Il a été également instructeur à Harvard Medical School et membre du service de radiologie interventionnelle au Mass General Hospital, c'est à Boston. Ses recherches actuelles portent principalement sur la modélisation, la simulation de temps réel, les interactions impliquant des structures anatomiques complexes. Il a publié extensivement sur ces sujets. Il a également démarré la plateforme logicielle ouverte SOFA, dédiée à la simulation et dont a parlé Luxolaire. Il est cofondateur de la société Insimo, président de son conseil scientifique, et il est conseiller auprès de la fondation Help Me See. Et ses travaux et ceux de son équipe ont été récompensés par plusieurs prix nationaux et internationaux. Merci beaucoup Nicolas, et je me joins également à Luc pour un grand remerciement pour me donner l'opportunité de vous parler de nos travaux de recherche. Alors, ça va être une présentation assez haut niveau. On va regarder des aspects scientifiques, mais surtout leurs applications dans le domaine de la médecine et aussi en termes de recherche translationnelle et de transfert. Et je vais commencer par un très rapide historique finalement de la simulation dans le domaine de la médecine et surtout dans le domaine de l'apprentissage en médecine. Très souvent, alors je vais pas comparer cette simulation à l'automobile, mais je vais la comparer à l'aviation. Finalement, les premiers simulateurs sont apparus dans le domaine de l'aviation militaire. Alors, le premier simulateur remonte à 1929 et il était motivé par les risques énormes que ça représentait à l'époque de voler et encore plus que d'apprendre à quelqu'un à piloter un avion. Et finalement, c'est seulement 70 ans plus tard que sont apparus les premiers simulateurs dans le domaine de la médecine. Alors, il y a deux raisons à ça. La première est un rapport publié par l'Académie de médecine américaine qui a placé les erreurs médicales comme la 7e cause de mortalité aux États-Unis. Donc, ça a un petit peu choqué pas mal de monde. Et le deuxième élément qui a permis de s'avancer finalement dans cette voie, c'est l'introduction, l'apparition de la chirurgie laparoscopique. Donc Nicolas Ayache en a un petit peu parlé. Donc c'est une technique qui a un peu révolutionné la médecine parce qu'elle est beaucoup moins invasive que la chirurgie ouverte conventionnelle. Elle est très bénéfique pour le patient. Par contre, en termes de formation, ça changeait énormément la donne et donc il y avait besoin de former des médecins à cette nouvelle technique. Et puis, il y a un parallèle intéressant, c'est que dans cette chirurgie-là, on regarde un écran, on n'est plus en contact direct avec le patient. Et donc, ça se prêtait bien, finalement, à l'introduction de simulations dans lesquelles on pouvait reproduire un petit peu ce paradigme. Et puis, ça a évolué, bien entendu, à des vitesses différentes. Et un autre élément qui a été important, finalement, dans ces deux domaines, ce sont les sociétés d'assurance dans le cas de l'aviation qui ont imposé et non plus suggéré qu'on forme les médecins, les pilotes avant de les mettre au contrôle d'un avion avec des passagers. Et dans le domaine de la médecine, ce qui s'est passé, c'est, en tout cas à une échelle beaucoup plus petite, une recommandation de la FDA, donc qui est l'organisme aux États-Unis qui régule la mise sur le marché des médicaments et des dispositifs médicaux, pour que, dans le cadre de la radiologie interventionnelle, certains dispositifs ne puissent pas être utilisés par des médecins sans avoir au préalable suivi une étape de formation sur simulation. Ça, c'était un élément important. Et ce qui fait que, par exemple, on a eu un énorme engouement, puisque ça crée un modèle économique, dans le domaine de la simulation pour la radiologie interventionnelle. Et aujourd'hui, on a
probablement dans ce domaine les simulations les plus réalistes. Et puis ça a continué, on voit que très récemment, par exemple, avec l'introduction de la robotique médicale, ça paraît assez facile d'y adjoindre finalement des simulations et donc de former ainsi les personnes à l'utilisation, encore une fois, de ces nouvelles techniques. Alors, d'un point de vue technique, il existe aussi beaucoup de parallèles entre la simulation pour l'aviation et la simulation pour la médecine. Mais bien entendu, vous imaginez que la différence majeure, elle réside sur le patient. Alors, un avion, c'est très complexe, mais c'est le produit d'un ensemble d'ingénieurs et on sait assez bien le modéliser quand on veut en faire une simulation. C'est une autre histoire quand on s'intéresse bien entendu à un patient. Et donc on a une énorme problématique, même si on retrouve des éléments communs avec des simulateurs dans d'autres domaines, qui sont l'affichage, des périphériques d'interaction et d'autres dispositifs, c'est que voilà, on a un patient, et comme on l'a dit plusieurs fois aujourd'hui, c'est quelque chose d'énormément complexe à modéliser, et puis même, j'irai plus loin, de toute façon, on ne comprend pas bien aujourd'hui l'ensemble des mécanismes du corps humain, et donc on ne sait pas modéliser totalement, de façon réaliste, le corps humain ou même certaines structures anatomiques. Donc ça représente forcément un challenge, un défi important. Et ce qui est intéressant, c'est que si on se transpose de l'apprentissage vers l'aide dans la salle d'opération, comme on l'a vu précédemment, on retrouve un ensemble d'éléments communs. Bien entendu, dans l'exemple précédent, les médecins n'interagissent pas avec un patient, mais avec un modèle du patient. Ici, on va interagir directement avec un patient, mais on va vouloir quand même en modéliser certains aspects de façon, comme vous l'avez vu et comme on va le voir dans cette présentation, être capable d'ajouter des informations supplémentaires, de prédire, ça c'est un élément extrêmement important, ce qui va éventuellement se passer. Et donc ça on y reviendra plus tard dans ma présentation. Alors aujourd'hui, 15 ans plus tard, ça c'est aussi important, seulement 15 ans se sont passés environ entre le premier simulateur dans le domaine de la chirurgie et de l'apprentissage et aujourd'hui. Et aujourd'hui, on voit qu'on a énormément de systèmes qui existent, alors à des niveaux de, j'ai envie de dire, de professionnalisation différents. Là, ce que je vous montre dans ce transparent, c'est juste, par exemple, un échantillon de ce que l'on fait dans notre équipe de recherche. Et vous voyez que pourtant, on s'attaque à énormément de sujets différents. Alors, il y a des simulations pour la cardiologie, la neurochirurgie, l'otologie, la radiologie interventionnelle, la chirurgie laparoscopique, de l'ophtalmologie, on va y revenir, de la cryoablation. Donc, le domaine est très vaste et à chaque fois, on est confronté à des défis importants qui sont qu'on va devoir modéliser un organe particulier qui sera la cible de cette simulation. Et puis, on doit aussi modéliser le geste thérapeutique. C'est-à-dire que quand on opère un patient chirurgicalement, on va peut-être couper, on va brûler des tissus. Quand on fait de la radiologie interventionnelle, on utilise d'autres types d'instruments. Et donc, il faut également modéliser ces différents outils et puis leurs interactions avec le patient. Et donc, c'est ça qui constitue l'essentiel de nos travaux de recherche, enfin, dans mon équipe et dans d'autres équipes, avec une contrainte supplémentaire que vous voyez dans la verticale de mon transparent, c'est que tous ces calculs, aussi complexes soient-ils, doivent être réalisés en temps réel. Ça, c'est un vrai problème parce qu'on sait faire des choses assez réalistes si on se donne du temps. Mais quand on doit tout calculer, c'est-à-dire le comportement d'un organe, des interactions avec des instruments en environ 50 millisecondes ou moins, ça devient effectivement assez difficile. Donc on a une palette de problématiques très vaste. Et pour un petit peu resserrer le sujet et être un peu plus détaillé, je vais me focaliser sur un projet alors, qui me tient beaucoup à cœur, mais qui en même temps est une bonne illustration de ce qu'on sait faire aujourd'hui dans le domaine donc, de la simulation pour la formation en médecine. Et donc je vais vous parler des choix de modélisation, des optimisations numériques et de différents aspects inhérents à cette problématique-là. Et donc le projet s'appelle le projet HealthMissy. Alors ce projet, le nom de ce projet vient du nom d'une fondation américaine qui s'appelle HealthMissy et qui a décidé il y a quelques années de s'attaquer à un problème humanitaire majeur qui est celui de la cécité due à la cataracte. Alors cette fondation m'a contacté il y a à peu près 3 ans pour essayer de trouver ensemble une solution
à un défi en termes justement de formation, dont voici l'origine, et je vais vous raconter un petit peu cette histoire. Donc, il faut savoir qu'il y a aujourd'hui environ 20 millions de personnes dans le monde qui sont aveugles en raison de cataractes non traitées. Alors, pour rappel, la cataracte, c'est une opacification du cristallin, donc c'est ce que vous avez derrière la cornée, entre la cornée et la rétine, c'est la lentille de l'œil. Et donc, dans les pays, j'allais dire en Europe, aux États-Unis, la plupart des personnes qui sont atteintes de cataracte sont des personnes assez âgées, et on sait très bien traiter ça de façon chirurgicale avec une intervention qui s'appelle la phacoémulsification. Et donc, c'est, j'allais dire, une chirurgie de routine. Dans les pays en voie de développement, c'est très différent. D'abord, les personnes qui sont cibles de ces cataractes sont des personnes jeunes. Ce sont des enfants ou de jeunes adultes, et donc qui sont touchés énormément. Bien entendu, avec les conséquences qu'on peut imaginer, puisque ces cataractes n'étant pas traitées, ils deviennent aveugles et donc deviennent incapables de suivre une éducation ou de travailler. Et donc, il y a un problème vraiment important auquel aujourd'hui on n'a pas vraiment de solution. Alors la solution chirurgicale qui existe en Europe ou aux États-Unis, dont j'ai parlé, est financièrement hors d'atteinte pour 95, sinon plus, de ces populations. Et puis on ne sait pas aujourd'hui vraiment les causes, les origines de ces cataractes, et donc on ne sait pas traiter le problème à la source. Et donc ce problème est resté sans solution pendant de nombreuses années, jusqu'à ce qu'une nouvelle technique chirurgicale qui s'appelle M6 pour Manual Small Incision Cataract Surgery soit développée. Je crois que c'est par un chirurgien népalais. Alors c'est une intervention qui est très peu coûteuse. Alors je pense que j'ai mis $50, c'est peut-être un petit peu plus, qui est très rapide, ça c'est 10 minutes, si elle est réalisée par un expert. Et donc ça c'est à comparer au coût d'une intervention conventionnelle comme on l'a en Europe. Donc ça paraît une solution parfaite, c'est rapide, peu coûteux. Il y a juste un inconvénient, c'est qu'il y a à peu près aujourd'hui une centaine d'experts qui sont capables de réaliser cette intervention dans le monde. Alors je dis experts parce que cette opération est assez simple et rapide. Il y a une étape qui est vraiment difficile à réaliser, qui est clé. Et pour réaliser cette étape, il faut vraiment avoir une très très bonne formation. Donc si on fait un petit calcul, 100 experts dans le monde, 20 millions de personnes, il faudrait 25 ans pour arriver à traiter à peu près tout le monde, en ne s'arrêtant pas trop, et en supposant que tout le monde est bien distribué géographiquement. Et donc il faut trouver une autre solution. Alors la solution, c'est de former beaucoup plus de chirurgiens. On estimait qu'il en fallait environ 30 000. Et à ce moment-là, tout devient possible, et on pourrait en environ 5 ans arriver à traiter, donc à redonner la vue à ces 5 millions de personnes. Ça, c'est vraiment important. Et donc ça, c'est l'objectif de la Fondation Help-Me-See, avec un angle particulier, c'est que cette fondation étant à l'origine créée par des personnes qui viennent du monde de la simulation dans l'aviation, ils étaient vraiment partants pour l'idée d'essayer de développer des techniques de simulation numérique pour traiter et former surtout ces 30 000 chirurgiens. Donc ce projet a été pour nous un projet de recherche pendant près de 2 ans. Et donc la première chose qu'on a essayé, c'est de modéliser l'œil. Alors ça paraît assez simple, un œil, et puis finalement c'est bien compliqué. Finalement il y a plein de structures interconnectées, il y a la sclère, la cornée, l'iris, le cristallin bien entendu, il y a des zonules, il y a la conjonctive, et donc ces multiples structures ont toutes des propriétés différentes, elles ont toutes besoin de modèles différents. Et puis également dans l'œil, il y a des fluides, il y a une pression intraoculaire qui a un impact sur le comportement, et donc sur le comportement de l'œil au moment où on va interagir avec et donc réaliser l'opération chirurgicale. Et donc l'ensemble de ces paramètres rend finalement le problème assez complexe, voire très complexe. Et donc on a beaucoup travaillé pendant une bonne partie de ces 2 années à tester différents modèles qui nous paraissait à chaque fois le bon modèle pour se rendre compte que finalement, ça n'était peut-être pas le bon modèle. Alors, on avait un chirurgien qui est le chirurgien référent
aux États-Unis sur ces sujets, avec lesquels on faisait des allers-retours pour valider un petit peu nos choix de modèles. Et puis aussi, un autre élément qui, bien entendu, fallait prendre en compte, donc j'en ai parlé tout à l'heure, c'est cet aspect temps réel. On est peut-être parfois arrivé à des idées, des solutions qui auraient été intéressantes si on n'avait pas eu cette contrainte très forte de temps de calcul. Et donc ça, c'est un autre élément inhérent à la simulation pour l'apprentissage, mais vous le verrez plus tard pour aussi les applications dans la salle d'opération, c'est que l'on doit faire ces simulations en temps réel. Et temps réel, ça veut dire, donc comme l'a introduit tout à l'heure Nicolas Ayache, c'est 25 calculs par seconde au minimum. Si l'on veut fournir ce qu'on appelle donc du retour d'effort, donc la capacité à ressentir les efforts lorsqu'on manipule des objets virtuels, ce qui est absolument indispensable dans ce genre de projet, on est plutôt sur du 100, 200, 300 calculs par seconde. Donc modéliser le comportement d'un œil avec tous ses composants 300 fois par seconde, ce n'est pas évident, voire c'est très difficile. Donc on a aussi travaillé sur des aspects numériques. Donc, nous, on développe beaucoup de modèles qui sont calculés, résolus avec des méthodes d'éléments finis, si ça parle à certains d'entre vous. Ce sont des calculs qui sont réputés pour être plutôt très lents. Donc, on a beaucoup travaillé sur des optimisations de ces méthodes pour arriver à faire des calculs extrêmement rapides, associés à des choix de modélisation adaptés. On a aussi des besoins de robustesse. On est dans des simulations où on interagit avec l'objet. On n'est pas juste dans un scénario où on va supposer qu'on a une certaine force qui s'applique sur un certain objet. Là, on est en interaction, donc ça veut dire que le chirurgien peut potentiellement, dans sa formation, faire n'importe quoi. Et on veut que le modèle soit capable de réagir correctement et de ne pas voir numériquement un comportement incorrect. Donc il y a cet aspect aussi de stabilité sur lequel on a travaillé à travers des schémas d'intégration implicite et puis de résolution donc des gros systèmes linéaires qui émergent de ces modèles en exploitant les différentes technologies qu'on a sous la main et donc en particulier des calculs sur les cartes graphiques qui sont finalement des architectures très fortement parallèles. Et donc, ça nous a permis d'avoir, comme vous l'avez vu, un modèle de l'œil qui se comporte plutôt bien, en tout cas qui a beaucoup convaincu le chirurgien. Il reste un autre aspect, c'est donc ces interactions qui sont le cœur même finalement d'une intervention chirurgicale. Et donc, dans notre cas, on veut s'intéresser à des modélisations de la déformation lorsqu'on appuie simplement sur l'œil. C'est un élément important pour mesurer par exemple que la pression intraoculaire est suffisamment élevée. On va injecter des fluides qui vont changer cette pression, par exemple. On va avoir des modèles de contact, c'est-à-dire que nos instruments glissent, touchent, attrapent des éléments de la surface. Par exemple, on peut faire bouger la conjonctive indépendamment de la sclère. On va bien entendu faire des incisions, donc on a des changements topologiques et on a du retour d'effort. Donc l'ensemble de ces interactions, également des choses que l'on a prises en compte. Et finalement, au bout d'environ 2 ans, on a obtenu ce que vous voyez dans cette vidéo, qui est un premier prototype du simulateur. Ça, c'était il y a environ 1 an et demi. Alors, je n'ai pas précisé qu'on était en compétition finalement dans ce projet avec d'autres organismes, parce que la Fondation Elmisi voulait être certaine d'avoir le meilleur simulateur avant de se lancer dans un développement plus poussé. Et donc, on a gagné, entre guillemets, ce challenge. Et puis, on a surtout convaincu les partenaires du projet que ce projet très ambitieux était réalisable. Et donc, ça, c'était pour nous un vrai succès, parce qu'on a réussi à faire de la recherche avec une vraie application dans le monde réel sur un domaine très ambitieux de formation. Alors, depuis, donc ce projet de recherche a entamé une phase de développement plus industriel à travers donc, une start-up que l'on a créée et d'autres partenaires, de façon à ce qu'on en fasse un produit qui respectera toutes les contraintes inhérentes à l'utilisation de ce système, sachant qu'il sera distribué dans un grand nombre de pays, qui devra fonctionner de nombreuses heures par jour et quasiment 7 jours
par semaine. Et donc, il est prévu qu'en septembre de cette année, un premier test grandeur nature soit fait avec un ensemble d'experts, et puis que si tout va bien, en tout cas, dans 2 ans à peu près, les premiers systèmes soient déployés dans des centres de formation, en particulier en Asie et en Afrique. Alors, je vous ai parlé de tout ça sous un angle scientifique, avec un objectif médical bien concret, mais il y a un aspect aussi très important en termes de formation, c'est que dans la façon dont va être utilisé ce simulateur pour la Fondation Helsinki, il y a un changement de paradigme. Aujourd'hui, si vous interrogez un chirurgien, il va vous dire que la simulation pour l'apprentissage, c'est très important. En pratique, ça veut dire qu'il s'en sert entre 5 et 10% pour la formation, et le reste de la formation est faite de façon conventionnelle, sur animal, sur cadavre et sur patient. Et donc, ce qui change énormément dans cette approche, alors on y arrivera ou pas, je ne sais pas aujourd'hui, c'est d'inverser complètement cette stratégie et de se dire que 90% de la formation sera faite in silico, c'est-à-dire sur simulateur, et seulement les 20 dernières interventions, donc 10%, seront faits sur patient de façon contrôlée. Et si ça marche, ça sera une première dans ce domaine et ça sera vraiment important dans le domaine en général de la formation par la simulation numérique, parce que ça va montrer qu'il est possible, si on s'en donne les moyens, de modéliser avec suffisamment de réalisme une structure anatomique assez complexe et de former des médecins sur une nouvelle technique sur la base de cette modélisation sans avoir à utiliser des patients, des animaux, des cadavres. Et c'est assez bien résumé dans une vidéo où Bill Gates, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fondateur de Microsoft qui est indirectement impliqué dans le projet, s'exprime. So Help Me See is an ambitious attempt to take this approach and train thousands and thousands of specialists to go around and be able to perform these surgeries. And so it has a chance of being decisive in exactly the leverage point that's most difficult, getting those trained practitioners who know how to do this work. I'm confident that this is going to be a very important piece of work. And we will do our best to prove that Al was justified in his optimism. His optimism that if you pull these pieces together, use the right approaches, you can do things dramatic, like making millions of blind people see. Alors, désolé, c'est en anglais, mais en résumé, pour ceux qui ne parlent pas trop anglais, bon, simplement, il s'exprime sur voilà, les objectifs ambitieux de ce projet et le fait que finalement, en rassemblant la bonne équipe, on arrive à résoudre des problèmes qui sont assez ambitieux, techniquement parlant, et avec un impact fort. Et justement, c'est ça qui était vraiment très intéressant à travers ce projet, c'est de voir que la science est au cœur de nos préoccupations, mais en même temps, voilà, il y a un impact humanitaire, il y a un impact peut-être sur la façon dont on abordera la formation en médecine par la suite. Et donc ça, c'est vraiment intéressant. Alors, maintenant, ce n'est pas évident de trouver des projets comme celui-ci tous les jours. Donc on travaille sur beaucoup d'autres applications, mais elles ne sont pas toujours transférées dans le monde industriel, elles n'ont pas toutes, j'ai envie de dire, le succès de ce projet, elles n'aboutissent pas toutes à du transfert, mais on travaille quand même sur les aspects fondamentaux de ces recherches. Et puis, justement, la question qu'on s'est posée, c'est est-ce qu'il n'y a pas un autre domaine où finalement tout ce que l'on fait peut avoir un impact peut-être encore plus grand, plus direct. Et finalement, c'est le domaine de l'aide péropératoire dont on a parlé précédemment à travers l'exposé de Luc Solaire. Et donc, on s'est aussi penché sur cet aspect-là parce que finalement, il n'y a pas tellement de différence entre ces problématiques de formation par la simulation et ces problématiques d'aide en salle d'opération. Alors les différences, elles sont dans la complexité essentiellement. C'est-à-dire qu'on a des modèles numériques qui devront être encore plus réalistes, puisque bien entendu,
on va chercher à reproduire, à prédire le comportement d'un certain organe et des interactions avec cet organe. Et donc, on cherche à ce que ce soit le plus fiable possible. Dans un contexte de formation, une petite erreur est tolérable. On ne va pas vouloir de grandes erreurs parce qu'on ne veut pas former les personnes de façon incorrecte, mais on peut tolérer des erreurs. On peut moins tolérer d'erreurs dans un domaine où on est directement en train d'opérer sur le patient et on essaie de fournir des informations supplémentaires. Il y a des aspects de paramétrisation. Donc Nicolas Yesh en avait parlé. Ça, c'est un des challenges du futur. C'est comment créer non seulement des modèles du patient qui soient géométriquement représentatifs, mais qui en plus en contiennent toutes les propriétés. Donc dans ce qui nous intéresse, en tout cas dans ce que je vous ai montré, c'est essentiellement des propriétés qu'on appelle biomécaniques. Donc comment se comportent les organes, les structures lorsqu'on les déforme, lorsqu'on les manipule, mais ça peut être d'autres propriétés si on s'intéresse à l'électrophysiologie cardiaque. Et donc, il faut avoir ces informations-là. Alors, on commence à avoir des techniques, entre autres d'imagerie, pour les obtenir de façon non invasive. Et puis, il y a ce que l'on appelle les conditions limites. Alors, c'est simplement le fait qu'un organe dans le corps humain n'est jamais isolé. Il est entouré d'autres structures anatomiques auxquelles il est rattaché, avec lesquelles il va être en contact. Et donc, il est important de les prendre en compte pour encore mieux prédire, modéliser le comportement. Donc, on travaille sur ces aspects-là, entre autres avec justement l'IHU de Strasbourg, qui est très bien placé pour nous fournir justement certains accès à ces données. Et puis ça pose d'autres questions ou problématiques scientifiques, donc de reconstruction non seulement de la surface des organes, mais comme on fait nos calculs sur des méthodes qu'on appelle par élément fini, on a aussi besoin de maillage du volume de l'organe et créer des maillages volumiques qui vont supporter de façon stable des calculs numériques et qui sont adaptés à des patients. Ça, c'est une problématique assez nouvelle et intéressante. Et donc, on travaille également là-dessus, de façon à garantir que l'on aura des modèles et des moyens de calculer, de résoudre les équations de façon stable, robuste et idéalement très rapide. Alors, un exemple, je pense que vous avez vu cette vidéo déjà plusieurs fois, mais on ne s'en lasse pas. Donc c'est un problème très connu donc, de ce qu'on appelle à la fois du recalage et de la réalité augmentée. Donc on a un modèle, celui que vous voyez en rose, du patient avant une intervention. On a des structures à l'intérieur de ce modèle qui nous intéressent, la présence des tumeurs, le réseau vasculaire. Et puis, lorsqu'on est en train d'opérer, on ne voit pas toute cette information-là. Donc, on peut faire le travail mental dont a parlé Luc Solaire, d'essayer de transposer l'un sur l'autre. Bien entendu, c'est mieux si on peut directement, dans l'image, recaler les deux. Et donc, la difficulté, c'est de le faire idéalement automatiquement et le plus précisément possible. Et donc, on a commencé à travailler sur ces aspects-là il y a à peu près 2 ans. On commence à avoir des résultats très intéressants, bien entendu. Il y a un long chemin avant que ce puisse être exploité en salle d'opération, mais on voit que les mêmes modèles, finalement, les mêmes problématiques de calcul temps réel peuvent être transposées. Alors on y rajoute des composantes, on a parlé tout à l'heure justement de la vision par ordinateur. Ce qui est essentiel ici, c'est que l'on va extraire de l'information dans la vidéo. Alors je vais peut-être la rejouer si j'arrive à faire ça. Rapidement. Dans cette vidéo, laparoscopique, dans cette image laparoscopique, on a de l'information très texturée, alors ça ne veut pas rejouer, tant pis pour moi. Si, c'est bon. Donc, qui représente le foie, les structures environnantes. Et ce qu'on cherche, c'est à extraire de l'information dans cette image très complexe qui va nous permettre de piloter notre modèle déformable et de suivre au mieux ce qui se passe dans la réalité, tout en y ajoutant donc, des informations qui viennent du modèle. L'information intéressante du modèle, ce n'est pas tellement de remontrer où se trouve la surface du foie, on la voit très bien dans l'image laparoscopique, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Et ce qu'il y a à l'intérieur, la façon dont ça va bouger, se déplacer, dépend de la loi de comportement et des modèles. Et donc, selon que le patient est
à une cirrhose ou à une autre pathologie, que le foie est très raide ou plutôt souple, les structures internes ne vont pas se déplacer de la même façon en fonction du mouvement de la surface. Et c'est là où les modèles que l'on développe rentrent en jeu. Donc je vais terminer en montrant simplement qu'il y a finalement un continuum entre ces différentes thématiques de la simulation numérique en médecine. On voit qu'il y a les mêmes modèles sous-jacents entre apprentissage, planification et aide intra-opératoire. Donc ça permet une continuité dans nos travaux de recherche, enfin, les nôtres ou ceux d'autres équipes, mais aussi une continuité qu'on essaye d'obtenir dans le transfert. C'est important, enfin, je pense que c'est fondamental même de ne pas s'arrêter à des travaux de recherche qui restent à l'état de publication, même si c'est aussi très important, mais d'essayer de les transférer. Donc ces aspects recherche translationnelle, transfert vers l'industrie sont vraiment très importants, je pense. Et puis il y a aussi même une continuité dans le cursus professionnel des médecins. Avec ces nouvelles technologies qui se développent, on va finalement être capable d'avoir à la fois donc des modèles pour ces technologies et puis indirectement donc des modèles pour former les médecins à ces nouvelles technologies. C'est ce qu'on a vu au tout début dans le cadre du robot. Si on est capable de développer un robot médical, on sera capable d'autant plus facilement de créer un simulateur de ce robot. Et juste pour terminer, tout ce que vous avez vu a été développé autour d'un logiciel open source que l'on appelle SOFA, qui est le fruit de plusieurs équipes INRIA, dont l'équipe de Nicolas Ayache, la nôtre et quelques autres. Et c'est un outil sur lequel on peut faire de la recherche, c'est un outil sur lequel on peut développer des produits, et c'est un outil gratuit et open source. Et donc c'est important de le dire parce que voilà, on développe des choses et on les met à disposition de la communauté scientifique pour que d'autres chercheurs puissent également travailler sur ces problématiques et plutôt que de repartir d'une page blanche, puissent bénéficier des travaux qui sont faits à l'INRIA dans ce domaine. Et puis bien entendu, rien de tout ça serait fait si j'étais tout seul. Il y a une super équipe derrière moi et je voulais la remercier. Merci.